Alors, je suis Carole Kadia, vice-présidente chargée de la promotion du genre, de l'autonomisation des femmes et du leadership féminin au sein du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples qui est le projet. Donc, le parti politique aujourd'hui dirigé par le président Charles Blé Goudé. Alors, le président Charles Blé Goudé, à l'issue d'un long procès, rejoint sa terre natale le 26 novembre 2022. Quel sentiment? C'est une question qui m'a fait sourire d'abord. Et vous comprendrez qu'à partir de ce sourire, c'est un sentiment de joie. C'est une immense joie pour nous d'avoir retrouvé notre président le 26 novembre à la place CP1 de Yopougon, à l'issue de ce long procès qui s'est tenu à la CPI. Nous avons tous suivi le procès avec beaucoup d'intérêt, le cœur battant, et nous avons vu comment les témoins ont défilé et finalement comment la vérité a triomphé au niveau de la Cour pénale internationale, donnant l'acquittement, décidant de l'acquittement total de notre président et de son référent politique. À l'issue de cet acquittement, on a vu qu'il y avait eu une liberté conditionnée. Donc du coup, il ne pouvait pas nous rejoindre tout de suite en Côte d'Ivoire. Il a fallu, après, faire encore des échanges au niveau de la CPI qui se sont soldés par l'acquittement définitif. Il devrait rejoindre normalement le pays de façon systématique, mais il n'avait pas les documents administratifs qui lui donnaient voilà, cette possibilité de nous rejoindre aussitôt. Il a fallu attendre près d'une année, le temps que ceux qui sont actuellement au pouvoir remettre les documents administratifs. Il s'agit notamment du passeport ivoirien ordinaire. En fin de compte, il l'a eu, c'est ce que nous retenons. Et nous avons été très contents de retrouver notre président dans une ferveur de liesse populaire, depuis l'aéroport jusqu'à Yopougon, à la place CP1. Et nous avons retrouvé notre président, nous sommes simplement contents. C'est un sentiment de joie parce que c'est l'aboutissement d'un combat que nous avons mené, d'un idéal auquel nous avons cru, et nous savons qu'il est venu avec le trophée de la vérité. Si nous voyons le président sur le terrain, auprès des populations, c'est parce qu'il sait que ces populations-là veulent vraiment être auprès de lui, veulent être à son contact, veulent s'assurer qu'effectivement le président Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire. Parce qu'une chose est de le dire, une chose est de le voir à la télévision, mais une autre chose est de le vivre. Et vraiment toutes ces tournées auxquelles il participe, il est parti dans le Gontougo, il est parti dans la Nawa, vraiment il y a plusieurs sites qu'il a déjà visités récemment dans la région de l'Almé. Il était à Divo avec les femmes, c'est un enthousiasme total. Les populations l'accueillent de façon chaleureuse, elles sont très contentes de le retrouver et nous pensons que le président fait bien d'aller vers ces populations. Récemment, nous avons au niveau du parti produit un communiqué à l'occasion de la journée internationale contre les mutilations génitales féminines, les MGF, pour dénoncer déjà un certain nombre de pratiques qui se font dans ce domaine-là et pour faire des propositions. C'est surtout ça le plus important. Mais nous ne pouvons pas faire de propositions si on n'établit pas le diagnostic. Alors, en termes de diagnostic au niveau national ici en Côte d'Ivoire, même si c'est un phénomène qui est international, qui est mondial, en Côte d'Ivoire, nous savons que 37% de femmes ont subi des mutilations génitales féminines. C'est vrai que chaque cas, les cas qui sont dénombrés se réduisent de façon progressive, mais quand on sait que nous sommes dans un contexte où tout n'est pas forcément déclaré et que nous avons 37% de femmes qui ont connu ces mutilations génitales-là, on pense qu'il faut continuer de mener les combats. Et c'est un combat qui tient à cœur au président Charles Blé Goudé, raison pour laquelle il nous a instruit à l'occasion de cette journée qui s'est faite en février, de produire un communiqué et de donner les propositions du parti. Donc en termes de propositions, nous avons simplement dit que nous nous engageons à travers nos structures de base à militer en faveur
de tout ce qui est sensibilisation contre les mutilations génitales féminines, puisque nous pensons que les partis politiques et certaines communautés et certains leaders d'opinion ont la possibilité de parler aux masses et de se faire écouter par ces masses-là. Il ne faudrait pas que nous soyons en marge de ce type d'action de sensibilisation. Donc cette année, nous avons instruit tous nos comités de base, toutes nos structures de base, pour qu'ils s'engagent sur le terrain auprès des populations en zone rurale, aussi en zone urbaine, puisque les populations en zone urbaine sont concernées par la question, par la problématique, pour qu'ils s'engagent dans la sensibilisation. Maintenant, faire de la sensibilisation, oui, c'est vrai. On va aller vers les communautés religieuses surtout, aller aussi vers les communautés traditionnelles, parce que ce sont aussi des leaders qui se font entendre et qui, dans ces pratiques-là, ils sont concernés directement par ces pratiques. Donc du coup, oui, nous irons vers eux. Et ce n'est pas tout, on a demandé aussi qu'au niveau curatif, en termes de solutions, que les femmes qui ont connu et qui ont subi ces mutilations génitales-là soient assistées. Parce qu'on sait que dans des pays voisins juste à côté, oui, ils ont formé des médecins pour qu'ils puissent faire de la chirurgie réparatrice dans ce domaine de mutilation génitale. Et cette chirurgie réparatrice-là est financée par l'État. Ce qui n'est pas le cas ici en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui, on a des médecins qui ont été formés, mais la chirurgie réparatrice n'est pas financée par l'État. Donc du coup, plusieurs femmes qui ont été mutilées n'ont pas accès. Donc nous avons plaidé auprès de l'État pour que, oui, dès à présent, à partir de maintenant, ce soit financé par l'État. Pour que ces femmes-là, en tout cas cette chirurgie constitue une aubaine pour ces femmes pour retrouver la santé physique, morale et même voilà, l'épanouissement à tout niveau. Oui, effectivement, il existe une loi qui fait de la répression contre tout ce qui est pratique de mutilation génitale féminine. Oui, nous avons pris connaissance de son contenu, elle est assez consistante. Maintenant, une chose, c'est d'avoir cette loi, et une autre chose, c'est de pouvoir l'appliquer. Si son application, il n'y a pas de problème majeur, mais c'est surtout en termes de dénonciation, parce que les mutilations génitales sont des pratiques qui sont coutumières chez nous en Afrique ici, et c'est difficile de dénoncer un parent. Donc du coup, voilà, c'est compliqué d'aller jusqu'à l'épreuve de la justice. Donc il faudrait que voilà, les parties concernées soient déjà informées qu'on a une loi. Et voilà, à titre préventif, ça peut aider à améliorer les statistiques. Mais une fois que c'est avéré qu'une fille a été mutilée, il faudrait vraiment aller au bout de la procédure. Déjà, la fille elle-même avoir le courage de dénoncer, oui. Et par la suite, la justice saura se saisir du dossier pour voilà, appliquer tout ce qui est exigence légale dans la matière. C'est un ensemble de pratiques de violence qui sont dirigées vers une personne ou un groupe de personnes, mais en raison de son identité de genre. Donc ce sont des violences qui peuvent être dirigées vers des hommes, qui peuvent être dirigées vers des femmes. Mais en général, à plus de 90%, ce sont des violences qui concernent la femme. Donc je pense que c'est pour ça que vous avez surtout axé votre question sur voilà, les violences qui sont faites aux femmes. Et il faut déjà avoir connaissance des statistiques actuelles, déjà au niveau national. Donc on identifie dans les dernières statistiques du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, on identifie près de 8000 cas de violences basées sur le genre en 2023. Donc dans ces 8000 cas qui ont été identifiés, puisqu'il y a différentes natures de violences, on a près de 1200 cas de violences qui sont des viols. On a environ 1300 cas qui concernent de la violence psychologique, parce que porter atteinte de façon psychologique à une personne, c'est aussi une violence. Et on a 3000 cas qui concernent le déni de ressources et d'assistance. Donc quand on a la possibilité d'assister sa femme,
ou sa fille et qu'on ne le fait pas parce que c'est une femme et parce que c'est une fille, c'est un déni de ressources et tout cela fait partie de l'ensemble des violences basées sur le genre. Alors, que fait le COJEP par rapport à ces statistiques-là? Déjà, il faut dire que porter atteinte de façon violente à une femme est une violation des droits fondamentaux des hommes parce qu'on ne devrait pas porter atteinte à une femme. Et pour le COJEP, le président Charles de Goudier, déjà, en mettant en place ce secrétariat en charge de la promotion du genre, de l'autonomisation des femmes et du leadership féminin, c'est pour marquer son engagement contre les violences qui sont faites aux femmes. Ces violences qui sont faites aux femmes peuvent être des violences domestiques, peuvent être des violences sexuelles, peuvent être de la traite humaine de femmes. Même les mutilations génitales sont des violences faites aux femmes. Le mariage des enfants sont des violences faites aux femmes. Donc le président et le COJEP, nous disons non à ces violences qui sont faites aux femmes. Et mon secrétariat est en charge de mettre en place un programme pour qu'on puisse contribuer à atteindre zéro violence contre les femmes. Nous avons déjà travaillé sur le sujet et je pense que dans les jours à venir, vous verrez, je préfère ne pas vous donner le contenu, mais vous verrez sur le terrain un ensemble d'actions que nous avons réalisées. Mais déjà, ce que nous avons déjà fait, ce sont des communiqués, ce sont des sensibilisations sur le terrain à partir de nos structures de base, mais on a un ensemble d'activités à impact plus important qui seront faites dans les prochains jours. Donc je vous demande de rester à l'écoute. Les problématiques concernant l'autonomisation de la femme sont vraiment multiples et à plusieurs dimensions. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le constat, il est clair que beaucoup de femmes, que ce soit au niveau rural comme au niveau urbain, ne sont pas autonomes au niveau financier, au niveau social, au niveau économique et même au niveau politique. Ces problématiques-là concernent par exemple l'accès de la femme à l'information, l'accès de la femme à la formation, l'accès de la femme au marché de l'emploi, l'accès de la femme à la rémunération égalitaire avec celle de l'homme, concerne également les questions de prise de décision de la femme, participation de la femme à la prise de décision politique, sociale et économique. Donc vraiment, c'est un sujet très vaste que vous venez de toucher et qui se situe à plusieurs niveaux. Un autre constat qui est fait, vous l'avez dit, c'est très clair, oui, on a des pesanteurs parce que nous sommes en Afrique, donc du coup, les pratiques coutumières, les pratiques religieuses, il est clair que oui, ils sont en quelque sorte, même si ce sont des acteurs qui valorisent la femme, mais quelquefois cela constitue un frein au développement du leadership de la femme. Et par rapport à ça, qu'est-ce que le COJEP a décidé de faire? Oui, nous avons mis en place un programme pour l'autonomisation des femmes et nous avons commencé par déployer ce programme-là. En quoi faisons? L'année passée, c'était la journée internationale de la femme rurale. Donc nous étions dans le village de Nebo à Digo, où nous avons, au-delà de la communication que nous avons faite pour demander au gouvernement actuel et à toutes les parties prenantes d'agir et de surtout fédérer les énergies pour plus d'autonomisation de la femme, nous avons décidé d'accompagner les femmes en ce qui concerne les coopératives, la mise en place de coopératives. Cet accompagnement s'est traduit par l'assistance que nous allons leur faire déjà à la base en les aidant à élaborer tout ce qui est documents administratifs de ces coopératives-là, en les aidant à faire valider ces documents administratifs au niveau légal pour que ces coopératives aient un extrait de naissance qui leur permet de travailler de façon légale. À côté de ça, nous allons faire de l'assistance en aidant à partir à faire des dons de produits agricoles, à faire des dons de semences, chose que nous avons faite récemment dans le mois de mars, toujours dans la dynamique
de la Journée internationale des droits des femmes. Et nous n'avons pas décidé de nous arrêter là, puisqu'il s'agit d'un projet pilote. Donc, ces femmes qui ont de la terre, nous allons aller sur le terrain avec elles pour leur montrer les pratiques qu'il faut mettre en place pour pouvoir avoir une meilleure production. À côté de ce projet pilote-là, nous allons l'étendre sur toute l'étendue du territoire. Donc, nous sommes en train de travailler sur cela. En dehors de ce qui sera fait au niveau rural, au niveau urbain ici, nous avons décidé de mettre en place ce que nous appelons Cogep Initiative Féminine. Donc, Cogep Initiative Féminine, qui est un programme de formation technique, mais aussi de formation dans le domaine du leadership. Donc, nous aurons des séances de formation ici, au niveau de notre siège, pour pouvoir renforcer les compétences des femmes sur le plan technique, sur le plan managérial, sur le plan du leadership. Parce que le président Charles de Goulet souhaite que les femmes aient les rudiments nécessaires pour être véritablement autonomes. Parce que quand on parle d'autonomie de la femme, aujourd'hui, si la femme n'est pas autonome, oui, il y a une part qui concerne la femme elle-même. Il faudrait qu'elle ait les compétences qu'il faut pour qu'elle soit maîtresse de son autonomie. Et nous avons décidé de travailler spécifiquement sur ce volet-là. Ça, ce sont les actions que nous avons réalisées. Il y aura encore d'autres actions que nous allons réaliser, mais souffrez que je ne vous en parle pas et que vous les découvrez sur le terrain. Nous avons pris connaissance de la loi qui favorise la représentativité des femmes dans les assemblées élues à un pourcentage de 30% au minimum. Mais avant de vous partager notre opinion, je souhaite qu'on regarde ensemble les statistiques, parce que vous avez parlé de respect de cette loi-là. Alors, on a aujourd'hui, suivant les dernières statistiques qui nous ont été communiquées par le CNDH, on a moins de 20% de femmes qui sont représentées au Sénat, moins de 20% de femmes qui sont représentées à l'Assemblée nationale, on a moins de 2% de femmes au niveau des mairies pour ce qui concerne les collectivités territoriales. Toujours sur les collectivités territoriales, on a une femme qui est conseillère régionale sur les 31 que nous avons au total. Au niveau du gouvernement, on a 7 femmes sur plus d'une trentaine de ministres qui sont élus. Donc, si vous faites les différents calculs mathématiques, le constat il est clair, les statistiques ne sont pas respectées. Alors, ce pourcentage que nous avons dans le diagnostic illustre un peu la représentativité des femmes au-delà des assemblées élues, mais la représentativité des femmes dans tous les secteurs d'activité. Parce qu'il n'y a pas que les assemblées élues. Au niveau de la famille, quel est le poids de la femme? Au niveau, dans le monde du travail, au niveau professionnel, quel est le poids de la femme? Au niveau politique, quel est le poids de la femme? Au niveau économique, quel est le poids de la femme? Donc nous pensons qu'il faudrait penser plus large que de restreindre cette problématique-là aux assemblées élues. Mais nous notons quand même que cette loi-là va vraiment, c'est une avancée notable. Oui. Parce qu'on n'était pas déjà à 30%. Donc aujourd'hui, l'État a pris cette loi que nous considérons comme une avancée notable, mais il reste encore beaucoup à faire. Et pour y arriver, il va falloir fédérer les énergies. Donc nous, au projet, nous disons que il ne faudrait pas penser en termes de prorata. Il faudrait penser plus large. Nous nous posons la question, par exemple, de savoir quand on est dans un secteur d'activité où on a par exemple 70% de femmes qui sont compétentes, est-ce que nous allons rester sur les statistiques de 30% de femmes quand on est dans un contexte où on a 70% de femmes qui sont compétentes? L'autre question qu'on peut se poser, c'est si on est dans un contexte où on a 80% de femmes d'hommes plutôt qui sont compétents, est-ce qu'on va dire qu'il faut obligatoirement qu'il y ait 30% de femmes qu'on positionne alors qu'on sait qu'elles ne sont pas
compétences. Donc vous voyez que le problème, il est ailleurs. Allons à la racine du problème pour pouvoir vraiment le solutionner. Et la racine du problème, c'est lequel? C'est tout simplement que si on n'a pas des femmes peut-être qui sont représentées un peu partout, il peut y avoir un problème de compétences. Il peut y avoir un problème de scolarisation. Qu'est-ce que nous faisons par rapport à tout ça? Donc nous pensons qu'il faut plutôt axer les actions sur développer les compétences des femmes, développer le leadership de la femme, inviter les parents à scolariser leurs jeunes filles et à leur permettre d'aller vraiment le plus loin possible dans leurs études, pour qu'on ait toutes ces compétences qu'il faut pour pouvoir hausser le niveau de poids de la femme dans toutes ces représentations de la société. Nous pensons qu'à compétences égales, en ce moment-là, il faudra équilibrer les choses. À compétences égales entre l'homme et la femme, oui, il faudra faire du 50-50. Mais si l'homme est plus compétent que la femme dans le domaine qu'il faut, il faudra donner le poste à l'homme. Et si c'est la femme qui est la plus compétente, il faudra donner le poste à la femme. Donc travaillons sur le renforcement des compétences. Et pour cela, ça rejoint un peu la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Qu'est-ce que le projet fait pour l'autonomisation? Ça rentre toujours dans le cadre du projet d'initiative féminine, qui est un tremplin que nous utilisons pour renforcer les compétences des femmes, pour renforcer l'autonomisation. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une série de programmes que nous allons développer très très bientôt. Surtout que notre président il est arrivé. Donc voilà, regardez et vous verrez ce qui sera fait. Donc vous voyez que la question me fait sourire parce que on parle de représentativité de la femme à une élection de collectivité territoriale. C'est ce que nous souhaitons pour tous. Le combat que nous menons au niveau de notre secrétariat chargé de la promotion du genre, de l'autonomisation des femmes et du leadership féminin, c'est de voir le maximum de femmes être représentées dans les différents secteurs d'activité de notre pays. Donc, est-ce qu'on aurait des femmes qui seraient représentées aux prochaines élections municipales? C'est ce que nous souhaitons. Que ce soit des femmes qui soient du projet, qui ne soient pas du projet, ou au niveau régional. On souhaite véritablement qu'il y ait une forte participation de la femme au niveau de ces instances-là. Maintenant, pour ce qui concerne la question spécifique de savoir est-ce que le projet décidera d'emmener des candidatures qui sont féminines, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer sur la question. Je pense que si vous avez suivi les derniers échanges de notre président, quand il a abordé ce point-là, il a bien expliqué que le parti va se réunir au niveau de ces instances et les instances décideront de ce que nous devons faire. L'idée, ce n'est pas d'aller à une élection pour figurer ou pour y aller, mais il faudrait y aller parce qu'on estime que voilà, on a vraiment quelque chose à apporter et ça rentre dans les orientations du parti et de son leader. Alors, je veux remercier, déjà je vous remercie vous pour l'opportunité que vous nous donnez de nous prononcer sur des problématiques qui sont importantes pour les femmes. Je pense que si vous jouez votre part d'ambassadeur, et certainement en tant qu'homme aussi, voilà, vous espérez que les femmes aient le poids suffisant pour pouvoir hisser plus haut la croissance économique. On a une statistique de l'ONU Femmes qui nous dit que la croissance annuelle du PIB mondial serait estimée à 25%, à près de 26% d'ici 2025 si la femme joue le même rôle que l'homme dans le domaine du travail. Donc vous verrez que le monde se porterait mieux. Donc nous, on remercie notre président Charles Goudé qui nous donne ce cadre d'expression pour les femmes et qui nous a instruit pour qu'on puisse mêler un certain nombre d'actions, d'activités, d'impact au niveau national. Et nous y travaillons avec le soutien de tous les représentants et responsables du parti, de tous nos camarades qui sont sur les structures de base, mais également de tous nos sympathisants.
Donc attendez-vous très bientôt à voir les activités du parti plus renforcées dans ce domaine-là, parce que pour nous, la femme est vraiment au cœur des équilibres sociaux et familiaux. Son autonomie est importante et son autonomie passe par un certain nombre de choses qui ne devraient pas être faites, telles que le mariage forcé, telles que la mutilation génitale, telles que les violences qui sont faites aux femmes, telles que le bien-être, les atteintes par exemple contre la santé des femmes. Tout ça devrait être endigué pour que la femme soit véritablement épanouie et que le monde se porte mieux.